On dit souvent que le langage, c'est peut-être le dernier grand mystère de la science. Comment est-ce possible qu'une simple suite de sons puisse construire des mondes, transmettre des idées incroyablement complexes et même façonner notre conscience? C'est un mystère profond et pour commencer à le percer, il faut l'observer sous différents angles. Alors, si on se posait la question, quelle est la plus grande invention de toute l'histoire de l'humanité? Le feu? La roue peut-être? L'agriculture? Bien sûr, tout ça a complètement changé notre monde. Mais il y a une invention qui les surpasse toutes, parce que c'est elle qui a rendu toutes les autres possibles. Eh bien, c'est le langage. C'est un peu le système d'exploitation de notre civilisation, si on y pense. C'est l'outil qui nous permet de coopérer, d'apprendre des erreurs des autres et de construire du savoir de génération en génération. Mais c'est là qu'est tout le paradoxe, non? Cette chose qu'on utilise littéralement chaque seconde de notre vie, ça reste un mystère quasi total. D'où ça vient? Comment ça a évolué? Et comment ça marche, concrètement, dans notre cerveau? La tâche paraît immense. Alors, pour s'attaquer à ce morceau, on va utiliser, disons, 3 lentilles, 3 points de vue vraiment différents. D'abord, on verra le langage comme un organisme vivant. Ensuite, comme une sorte d'archive fossile de notre esprit. Et, enfin, comme un plan d'architecte universel. C'est parti. Notre première lentille, c'est donc celle de la biologie de l'évolution. Et si, en fait, le langage n'était pas une invention figée, mais une sorte de forme de vie, un système complexe qui s'adapte et qui évolue en permanence. Cette idée, en fait, elle n'est pas si nouvelle que ça. Au XIXe siècle, un certain Auguste Schleicher, un contemporain de Darwin d'ailleurs, voyait déjà les langues comme des organismes. Mais bien plus tard, des linguistes comme le célèbre Noam Chomsky ont un peu balayé cette idée. Pour eux, les langues changent, oui, mais elles ne suivent pas les règles de l'évolution. Alors, qui a raison? Pour y voir plus clair, il faut qu'on parle d'un concept clé, l'auto-organisation. Ce qui est dingue avec cette idée, c'est qu'un ordre super complexe peut naître sans aucun chef d'orchestre. Prenez une colonie de fourmis, par exemple. Elle crée des autoroutes de nourriture sans qu'aucune fourmi générale ne donne des ordres. Tout ça, c'est juste le résultat de petites interactions locales, toutes simples. Et si le langage fonctionnait exactement de la même manière? Eh bien, c'est pile ce qu'a montré un chercheur, Luke Stills, avec des simulations informatiques. En gros, il a créé des petits agents virtuels qui devaient se mettre d'accord sur des noms pour des objets. Au début, évidemment, c'est le chaos total. Mais très vite, à force d'inventer des mots et de copier les autres, un vocabulaire commun et stable finit par émerger. Et ça, c'est la preuve que le langage peut s'organiser tout seul, qu'il se comporte vraiment comme un organisme vivant. Ok, changeons de lentille maintenant. Et si le langage, ce n'était pas seulement un organisme, mais aussi une sorte d'archive? Une archive fossile qui raconterait l'histoire de l'évolution de notre propre esprit. Ça, c'est l'idée un peu folle de Julian Jaynes. En lisant des textes très anciens, il a remarqué un truc bizarre. Dans l'Iliade, par exemple, les personnages n'ont pas vraiment de monologue intérieur. Leurs décisions, on a l'impression qu'elles leur sont soufflées par des voix extérieures, qu'ils appellent les dieux. Pour Jaynes, ça veut dire qu'il y a 3000 ans, la conscience humaine était radicalement différente. Les gens n'avaient pas encore compris que ces voix, c'était en fait leur propre pensée. C'est une théorie fascinante, c'est sûr, mais comment la tester? On ne peut pas juste faire une recherche du mot introspection dans les textes anciens. Le mot n'existait même pas. On parle d'un concept, pas d'un mot précis. Et c'est là que l'approche de Mariano Sigman est juste géniale. L'outil qu'il utilise, c'est ce qu'on appelle un espace sémantique. Alors imaginez une carte immense où chaque mot est un point. La distance entre deux mots, elle dépend de leur tendance à apparaître ensemble. Tigre sera tout près de félin et de rayure, mais à des années-lumière de logarithmes ou de galaxies. Cette carte, en fait, elle nous révèle la géométrie cachée du sens des mots. Une fois qu'on a cette carte, on peut y repérer une région, un quartier en quelque sorte, celui de l'introspection. Dedans, on y trouverait des mots comme soi, raison, pensée, culpabilité. Après ça, on prend un texte ancien, disons l'Iliade, et on le voit comme un trajet qui se balade sur cette carte. La question devient alors très simple. Est-ce que ce trajet passe près ou loin du quartier de l'introspection? Et le résultat est bluffant. Les textes d'Homère, qui sont les plus anciens, ils restent très loin de ce quartier. Mais plus on avance dans le temps, avec les philosophes grecs par exemple, plus les textes se rapprochent et même entrent dans la zone de l'introspection. Le langage, utilisé comme une archive fossile, nous montre noir sur blanc une évolution mesurable de la pensée humaine vers une plus grande conscience de soi. Allez, troisième et dernière lentille. On revient au présent et on zoome sur la mécanique interne du langage. Ici, plus question de regarder l'évolution sur des millénaires. Non, on regarde ce qui se passe dans notre tête, là, maintenant, à chaque fois qu'on construit une phrase. Pensez-y un instant.
La phrase que je suis en train de dire, il y a de fortes chances que personne ne l'ait jamais entendue avant. Et pourtant, tout le monde la comprend sans le moindre effort. Cette capacité qu'on a à créer une infinité de phrases nouvelles avec un nombre limité de mots, c'est ça le grand mystère de la syntaxe. D'après le linguiste Luigi Rizzi, toute cette créativité repose sur une opération mentale toute simple. Une seule. Elle s'appelle merge ou fusion en français. C'est un mécanisme qui prend deux éléments, par exemple lu et le livre, et hop, il les fusionne pour en créer un nouveau. Lu, le livre. Et le point crucial, c'est que cette opération peut se répéter à l'infini. On peut prendre ce nouvel élément et le fusionner avec Jean pour avoir Jean lu le livre, et ainsi de suite. Ce qui est vraiment fondamental à comprendre ici, c'est que merge ne crée pas juste une suite de mots les uns après les autres. Non, ça crée une structure hiérarchique, comme un arbre généalogique. Si je dis « Quel livre penses-tu que Jean a lu ?», les mots « quel livre » et « lu » sont super éloignés à l'oral. Mais dans la structure profonde créée par merge, ils sont en fait directement connectés. C'est cette structure cachée et pas l'ordre des mots qui nous donne le sens. Et en étudiant ces structures d'arbres partout dans le monde, dans le cadre du projet cartographique, les linguistes ont trouvé des règles universelles, mais vraiment stupéfiantes. Prenez celle-ci par exemple. Dans plein de langues, on peut avoir plusieurs thèmes, c'est-à-dire les sujets dont on parle, mais on ne peut mettre en avant qu'une seule information nouvelle, ce qu'on appelle le focus. Cette règle super stricte, on la retrouve dans des langues qui n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres. C'est une découverte énorme. Ça suggère que le moteur merge n'assemble pas les mots n'importe comment. Il suit un plan d'architecte très précis, un plan universel qui dicte comment on structure l'info pour se comprendre. Bon, on a regardé le langage à travers 3 paires de lunettes bien différentes, il est temps de tout rassembler et de voir quelle image d'ensemble ça nous donne. Alors, récapitulons. La première lentille nous a montré le langage comme un système vivant qui évolue culturellement sur de très longues périodes. La deuxième nous a fait voir comment cette évolution culturelle laisse des traces, des fossiles de l'évolution de notre propre esprit au fil de l'histoire. Et la troisième a fait un zoom sur le mécanisme universel, intemporel, qui tourne dans la tête de chaque personne, ici et maintenant. Le point vraiment crucial à retenir, c'est que ces points de vue ne sont pas en compétition. Pas du tout. Ils se complètent. Ils nous montrent que le langage est à la fois un phénomène culturel qui émerge de lui-même, un enregistrement historique de notre pensée et un système de calcul mental universel. C'est seulement en combinant ces 3 visions qu'on commence à peine à entrevoir ce qu'est vraiment le langage. Et ça nous laisse avec une dernière question assez vertigineuse. Si le langage est le logiciel de l'esprit, à quoi ressemblera la prochaine mise à jour ? Le langage a façonné notre esprit et notre esprit a façonné le langage. Cette coévolution, elle n'est pas terminée. Alors qu'on entre dans une nouvelle ère de communication, de technologie, on peut se demander quelle sera la prochaine étape de cette danse incroyable entre le langage et la pensée.